Donc, je suis Jérôme Glachon, je vais faire votre DE du samedi matin à 9 heures. Vous avez bien compris le principe des DE, c'est que il y a 8 DE de suite, c'est bon. Dans chaque DE, il y a 4 dossiers de TD qui correspondent à ces DE. Donc ça signifie que, en fait, en 2 séances, on doit traiter un dossier. Donc on va commencer aujourd'hui le dossier 1 et on le finira la semaine prochaine, d'accord? Ça correspond en fait au chapitre 1. Le dossier 2 correspondra au chapitre 2, etc., etc. Vous avez aussi compris que la première semaine, il n'y aura pas de DE la dernière semaine avant les vacances de la Toussaint. Le samedi des vacances, on sera en vacances. Par contre, à la rentrée, le samedi de la rentrée, je ne me rappelle plus exactement la date, il y aura l'interrogation écrite qui aura lieu ici à 8h15. D'accord ? Ensuite, le programme sera 4 séances de DE encore sur les chapitres 3 et 4, correspondant aux fiches 3 et 4. Une interrogation écrite qui suivra 15 jours avant les vacances de Noël, je crois, de mémoire. Pareil, le samedi matin à 8h15. Donc voilà comment on va travailler au niveau du calendrier. Parallèlement, vous avez commencé les TD d'informatique. Okay. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette organisation générale ou pas? Vous n'avez pas de questions? Tout est clair? Oui, allez-y. C'est bien une fois toutes les semaines. Comment? C'est bien une semaine sur deux. De quoi? Les TD informatiques? Ouais. Oui. Par contre, les DE, on est d'accord, c'est toutes les semaines, 4 fois de suite jusqu'aux vacances de la Toussaint, puis 4 fois de suite, 8 au total, plus 2 interrogations écrites. Ok. Bon, moi sur les DE, donc vous allez voir les DE, il y a des exercices de difficulté variable. Hein. Donc, en fait, alors il y a des exercices de difficulté variable. Donc il y en a qui sont assez faciles, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus compliqués. C'est quand même utile que vous regardiez avant de venir en DE les exercices en question. C'est un peu comme les TD. Bon, s'agit-il d'un vœu pieux ou pas? Je pense que si vous êtes un étudiant sérieux, ou en tout cas, après, peut-être vous pouvez vous en passer si vous êtes bon naturellement, mais vous avez intérêt à regarder un petit peu avant, ça aide quand même. Peut-être plus que regarder avant, il faut aussi regarder après, c'est-à-dire débriefer la séance au fur et à mesure. Ça aussi, c'est important parce que après vous allez arriver à la Toussaint. Évidemment, je sais bien que vous avez plein de matières à réviser, et donc vous allez avoir un peu trop de travail, et du coup, vous allez vous planter à l'interro, ce qui est un peu dommage. Donc, je vous conseille de travailler régulièrement, mais je sais que c'est quelque chose que tout le monde doit vous répéter tout le temps. J'ai pour habitude, en fait, de faire des DE assez dirigés. Donc, je fais des DE sur ma tablette, toujours. Je les filme, les DE. D'ailleurs, là, on est en train de se filmer. Donc, après, je les mets sur ma chaîne YouTube. Il y a l'adresse. Éventuellement, ça vous permet de re-regarder la DE après. Et bon, voilà, vous en faites ce que vous voulez, c'est à vous de voir tout ça. Donc ça signifie aussi que bon, j'essaye de vous faire participer, mais je ne suis pas très participatif. Je vous demande des choses, mais en fait, j'écris rien au tableau et j'écris sur ma tablette. Donc j'espère qu'on peut quand même réussir à avoir une interaction. Notamment, j'attends de vous que vous ayez préparé, donc comptez les calculs numériques. Moi, là, aujourd'hui, je n'ai pas de calculette, il faudrait que je me rachète une petite calculatrice pour vérifier les calculs. Voilà. Donc, ok. Est-ce que c'est clair aussi sur ces points-là? Ouais. Je suis assez. Je n'aime pas trop les retards. Ça perturbe le travail. Et donc, j'attends que vous arriviez à l'heure. Je ferai une pause à 10h moins 5 jusqu'à 10h05. Donc là aussi, j'attends de vous que si vous arrivez en retard, vous rentrez à la pause. Et si vous partez en avance, vous sortez à la pause. Donc, sauf si vous avez une urgence absolue, ce qui peut se comprendre aussi. Ok. Donc, on y va sur cette première DE. Peut-être je me lèverai un moment. Hein. Comme on est samedi, on ne va pas trop se fatiguer. Moi, je trouve que c'est assez agréable de faire TD le samedi, pour le samedi. Parce qu'en fait, les gens sont assez détendus. Bon, c'est sûr, il faut venir, c'est pas forcément agréable. Quoique, mais surtout, on est quand même moins stressé. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Des fois, il y a des aspects qui sont avec le cours, hein, d'accord? Moi, je traite la DE. Bon, d'un côté, on doit avancer, de l'autre côté, c'est l'occasion de revoir le cours aussi. Ok, donc on avait... si vous n'avez pas le sujet... Ah, ils ont tous été pris, les sujets? Vous n'avez pas assez?
Les sujets papier. Il n'y en a plus? Ah, il en reste quelques-uns? Si vous n'en avez pas, prenez-les. Sinon, j'irai en chercher à la pause aussi. Donc, on y va. Question préliminaire. La question de la consommation de pétrole de la Chine était de 380 millions de tonnes en 2008. Elle a augmenté de 21,6% de 2008 à 2011. D'accord? Moi, je note ça comme ça. Il faut aussi toper un peu les notations. Un taux de variation entre 2008 et 2011, on le note toujours de cette manière-là. D'accord? C'est l'année 2011 par rapport à l'année 2008. D'accord? Et je le fais volontairement en mettant 11 par rapport à 8. Puisque c'est bien 11 qu'on va comparer à 8 au dénominateur. Donc ceci vaut 21,6%. OK? Et aussi pour que les choses soient bien claires, quand je note 21,6%, ça veut dire que c'est égal à 0,216. On est d'accord? Le fait de dire pourcent est une manière plus élégante juste d'écrire que ce taux de variation est de 0,207 en multipliant par 100. OK. Quel est le coefficient multiplicateur associé à ce pourcentage? Donc, c'est quoi un coefficient multiplicateur? Un coefficient multiplicateur, c'est la manière dont le prix du pétrole est multiplié entre 11 et 8. D'accord? Donc, c'est aussi, si j'appelle X la production de pétrole, X11 en 2011 et la production de pétrole en 2008, d'accord, c'est égal à ça, le coefficient multiplicateur. Donc, quelle est la relation entre le coefficient multiplicateur et le taux de variation? Ça donne quoi, ce résultat? Quel est le résultat? Allez-y. Voilà, tout à fait. OK, il se trouve que le coefficient multiplicateur, ici, il est égal à 1 plus le taux de variation, on est d'accord? C'est ce que vous me dites. Il est égal à 1 plus le taux de variation, et donc c'est égal à 1,216. OK, simplement, parce que bien sûr, le taux de variation, lui, il est égal à quoi? Il est égal, par définition, il est égal à la différence absolue production, d'augmentation, d'accord? C'est la différence absolue de l'augmentation de production divisée par la valeur initiale. Donc il est bien égal à x1 sur x0 moins 1. Donc il est aussi égal à M11,08 moins 1. Et donc l'autre est égal à 1 plus V11,08. Le fait de... Pourquoi introduire ces deux concepts? Ok, on a compris. L'idée est que l'intérêt d'un coefficient multiplicateur, ce qu'on va voir, c'est que quand on cumule les coefficients multiplicateurs, on fait des multiplications. Quand on cumule les taux de croissance, on ne fait pas des additions. On fait quelque chose qui est un peu plus compliqué. On va le voir bien sûr dans cette fiche. Donc c'est pour ça que le premier réflexe, c'est peut-être de dire, voilà, 21,6%, ça veut dire simplement que la production de pétrole a été multipliée par 1,207. Donc quel est le niveau de consommation de pétrole en 2011? Évidemment, par définition, du coefficient multiplicateur, la production de pétrole en 2011, que j'appelle X11, c'est simplement celle en 2008 multipliée par le coefficient multiplicateur. D'accord? Puisque c'est bien ça, l'idée de coefficient multiplicateur. C'est un peu basique, hein, on commence lentement. J'ai l'impression que certains vont peut-être s'ennuyer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste faire 380 millions de tonnes multipliées par 1,216. Et on trouve combien? Ça fait combien ça? Oui? 462,08. OK. Bon, alors, OK. 462,08. Je ne sais pas si la précision des 0,8 est bien justifiée. Après tout, on nous dit 380 millions de tonnes. Après, on nous met 21,6%, ce qui est très précis. Donc, mettons ce résultat-là, et c'est tout à fait correct. Donc, on a terminé avec le premier exercice. Il est fait. Deuxième exercice. Le prix d'un bien augmente de 10% la première année, puis de 15% l'année suivante. Donc on a un bien qui augmente de 10%. Donc le prix de ce bien était de 1. OK? On ne nous dit pas le prix. Prenons un bien qui valait 1. Il augmente de 10%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il passe à... Quand ça augmente de 10%, ça fait un coefficient multiplicateur de 1,1. Donc le prix
il passe à 1,1. Et puis, l'année d'après, il augmente encore de 15%. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier le prix de l'année 1, on va multiplier par 1,15. D'accord? Et on obtient combien? C'est bien ça. Ça a augmenté d'abord de 10%, puis de 15%. Donc, vous voyez, ce qu'on a fait, c'est que on a pris les coefficients multiplicateurs qui sont associés, 1,1 qui est associé à 10%, et puis le coefficient multiplicateur associé à 15%, c'est 1,15, et on a fait cette multiplication. C'est l'intérêt des coefficients multiplicateurs. Pour savoir de combien ça a augmenté, naturellement, on est passé par les coefficients multiplicateurs. D'accord? On a fait 1,1 multiplié par 1,15. Donc c'est égal à 1 plus 10%. J'essaye un peu de comprendre ce que ça peut donner. Multiplié par 1 plus 15%. Donc évidemment, on pourrait donner directement le résultat, mais on peut simplement développer ceci. Vous voyez que ça nous fait 1 plus 10%. Si je développe cette multiplication dans les parenthèses, ça fait 1 plus 10%. D'accord? Je fais ça. Plus 15% fois 1, donc plus 15%, plus un truc qui est 10% fois 15%. D'accord? Donc, vous voyez comment ça se passe en fait. Quand on multiplie, quand on fait ça, quand on fait cette multiplication, là on voit comment ça se passe au niveau des pourcentages. Vous voyez, ça fait 1 plus 10 plus 15, donc ça fait 1,25%, plus 10% de 15%. Donc il faut tenir compte du fait que bien sûr l'augmentation de 10%, ensuite elle est elle-même augmentée de 15%, elle est elle-même multipliée par 15%. Et c'est ça qui fait qu'il y a un cumul du pourcentage. Du coup, vous voyez que ça nous donne quoi? La première partie, ça va faire 1 plus l'addition des deux pourcentages, d'accord? 10% plus 15%, plus 10% de 15%, et 10% de 15%, ça fait 1,5%, puisque 10% c'est 0,1, d'accord? Donc on a ce petit 1,5% qui vient en plus, qui est simplement le cumul du pourcentage, d'accord? Au total, ça nous fait donc 1,265. D'accord? C'est ça le résultat. 1,265. Et donc ça fait combien en pourcentage? Ça augmente de combien? 1,265, c'est le taux de variation. Et donc ça fait, vous avez entendu dire, 26,5. Et donc 26,5, je note comme le taux de variation entre 2 et 0, pour dire il y a deux périodes, on appelle 0, 1, 2, entre 2 et 0, c'est plus, bien sûr. Quand je ne mets pas plus, c'est que c'est plus 26,5%. Et bien sûr, 26,5%, vous voyez, est un peu supérieur à 15% plus 10%. C'est juste une idée basique qui est de dire, bien sûr, que lorsque on a des pourcentages, on n'additionne pas les pourcentages. Si on additionne les pourcentages, on oublie le 10% fois 15%. Donc c'est un calcul qui est approximatif, qui n'est pas complètement faux, qui est d'autant plus vrai que les pourcentages sont petits, mais qui n'est pas faux de manière rigoureuse. D'accord? Donc le résultat, c'était 26,5%. Bon, ça va, pour le moment, on réussit à peu près à surnager. Donc j'espère quand même que quand on met questions préliminaires, ça signifie que moi, je vais avoir du mal à vous réexpliquer ça 12 fois. Quoi. Il y a un moment où, si vous avez des difficultés là-dessus, l'idée c'est de faire des exercices, mais j'ai beaucoup de mal à vous expliquer que voilà, c'est des choses quand même qui sont assez naturelles. Donc évidemment qu'il va falloir qu'on fasse des choses un peu plus compliquées à un moment ou à un autre. Bon, cela dit, comme c'est des questions préliminaires, on est là pour répondre, pour justement essayer d'introduire un peu de tout ça. Alors on nous dit, voilà, c'est l'exercice 3, le salaire mensuel d'un individu est de 2000 € l'année 1. D'accord? Donc j'écris la donnée. W1, on aime bien en économie dire W comme wage en anglais. W1, c'est le salaire. Donc c'est le salaire l'année 1. Il est majoré de 10% l'année 2. Alors majoré, d'abord un salaire, il faut bien se rendre compte, hein, on est d'accord, c'est ce qu'on appelle une variable de flux. C'est-à-dire que le salaire, c'est ce qui est touché entre le 1er janvier et le 31 décembre. Donc quand on dit le salaire de l'année 1, c'est l'ensemble des salaires que vous avez touchés l'année 1. Quand il est majoré l'année 2, ça veut dire que voilà, l'année 2 au total, et on aura un exercice là-dessus d'ailleurs, au total, sur toute l'année, il a augmenté de 10%. Donc combien vaut-il l'année 2 s'il est majoré de 10%?
W2, là aussi, je vais essayer de décomposer pour bien, c'est égal à W1 de 1 plus 10%, d'accord? Quand je mets 1 plus 10%, on est d'accord, ça fait 1,1, ok? Bien sûr, c'est juste une manière de... Donc ça fait 2200. Enfin, excusez-moi, je vous l'arrache, je pense que... Donc, 2000, ça fait 2200. Et puis, ensuite, on nous explique que le salaire en W3, il doit revenir à 2000. Donc, il a augmenté de 10%, up, 10%, et ensuite, il redescend de manière à rester au même niveau. Et la question, c'est de combien se réduit le salaire entre l'année 3 et l'année 2? Est-ce que c'est de plus de 10%? Est-ce que c'est de moins de 10%? Essayons de répondre à la question, faut-il les réduire de plus de 10%? Vous dites non. Vous me dites non, donc c'est non, ok. De moins de 10%? Bon, oui. De 10% exactement? Non. Alors pourquoi vous me dites oui? Parce que là, vous me dites oui, mais qu'est-ce qui fait que vous dites plutôt oui à moins de 10%? C'est quoi le truc de base? Allez-y. 110, il est plus grand que ça. Comment? 110, il est déjà plus grand que ça. Ça veut dire que 110, c'est pas mal. Oui, bien sûr. 110 est plus grand que 100, ouais. Oui, c'est ça le principe, c'est qu'effectivement, le pourcentage, il se ramène à la base sur laquelle on est. Et comme c'est une base plus importante, 110, et ben effectivement, la baisse de 10, enfin, la baisse de 200, d'accord, de 200 euros, je sais pas, c'est un petit salaire, hein, 200 euros, la baisse de 200 euros, d'accord, elle est plus petite relativement à 2200 qu'à 2000. C'est ça. C'est simplement, on a cet effet de base, et donc c'est l'effet inverse de celui qu'on avait précédemment, où au contraire, on avait vu qu'en cumulant deux pourcentages, on aboutissait à plus. Ici, comme on augmente et comme on baisse, c'est un peu plus compliqué. Mais pour le vérifier, on peut juste calculer le coefficient multiplicateur, d'accord, entre l'année 3 et l'année 2. Ce coefficient multiplicateur ici, il est de combien? Entre l'année 3 et l'année 2, il est de combien? Il est 2000. Salaire année 3, c'est 2000, d'accord? Et bien sûr, le salaire d'année 2, c'est 2200. Donc 2000 sur 2200, ça me fait combien? Ça me fait 1 sur 1,1. Alors vous allez me dire, pourquoi je dis ça fait 1 sur 1,1? Parce que ça fait 1 divisé par 1 plus 10%. Vous êtes d'accord? Ok? Et ça vaut combien? 1 divisé par 1,1. C'est égal à combien algébriquement? Sortez votre calculette. 0,900. 0,80. Vous voyez, si vous me dites 0,90, je vous dis c'est sympa, mais le problème c'est que là, vous n'avez mis que deux chiffres après la virgule, d'accord? Du coup, 0,90, ça fait une baisse de 10%, d'accord? Donc, il faut aller chercher plus de virgules pour répondre à la question, si on veut justement dire que c'est moins de 10%. Donc, ça fait 0,90 avec quoi comme chiffre après? 9. Vous voyez bien qu'il faut faire attention aux arrondis. Là, c'est un exemple pour faire attention aux arrondis. Parce que si vous dites juste 0,90, vous allez arriver à la réponse, ça fait 10%. En fait, 0,909, c'est plus proche de 0,91 que de 0,90, on est d'accord. Donc déjà, il faut répondre 0,91 si vous faites un arrondi. Mais en plus, ayons cette précision justement pour saisir ce que l'on veut se dire. Et 0,909, ça fait un coefficient de variation qui est égal à 0,909 moins 1, puisque c'est ça. Hein. OK? Et 0,909 moins 1, ça fait moins 9,1%. Moins 9,1%. Je ne me trompe pas, hein, c'est ça? Ça fait moins 9,1%. Donc, évidemment, moins 9,1%, d'accord? C'est juste
égale à 1 sur 1 plus 10%. Excusez-moi. 1 moins 9,1%, c'est égal exactement à ça. D'accord? Donc moins 9,1%, j'écris la même chose, ça n'a aucun intérêt. C'est égal à ceci, moins 1. D'accord? Puisqu'on a fait passer, on fait passer le moins d'un autre côté. Donc vous voyez bien que, évidemment, plus ce truc ici est proche de 0, plus le calcul est élémentaire. Mais si ça augmente de 100%, vous voyez qu'une grandeur qui augmente de 100%, okay, une hausse de 100%, bah c'est, si vous voulez ramener ensuite à la même chose, c'est la même chose qu'une baisse de 50%. Enfin, d'accord? 100% d'abord de hausse suivi de moins 50%, c'est égal à 0%. Donc là, pour le coup, vous voyez que la différence, elle est énorme entre les deux. Plus les pourcentages sont énormes, plus cette différence est importante. D'accord? Donc, effectivement, 10% plus, d'une certaine manière, moins 9,1%, c'est égal à 0%, exactement comme 100% plus, mais c'est pas un plus, c'est pour ça que je le mets entre guillemets, d'accord? Moins 50%, c'est aussi égal à 0%, d'accord? Puisque augmenter de 100%, c'est doubler la grandeur, et la baisser de 50%, c'est la diviser par 2, d'accord? C'est juste des petits calculs, pas forcément très passionnants, mais il ne faut pas se tromper. Hein. Ok. Alors, plus dur. Une somme de 10 000 euros est placée pendant 3 ans et rapporte sur chacune de ces années un intérêt de 8%, 15%, 7%. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Essayons de regarder cet énoncé. On a le temps qui s'écoule. On est ici le 1er janvier de l'année 0, d'accord? Et on met 10 000 euros sur le compte. D'accord? Ensuite, on nous explique que la première année, donc le première année, c'est évidemment le 1er janvier de l'année 1 ou le 31-12 de l'année 0. On est d'accord? C'est à minuit, on ne sait pas très bien si c'est à 23h59 ou minuit. Ça dépend à quelle heure ils vous mettent les intérêts. Là, on nous dit, j'explique qu'entre là et là, on va avoir un taux d'intérêt. Donc c'est quoi un taux d'intérêt? C'est le fait qu'on va vous donner 8% de la somme en plus. D'accord? C'est bien ça un taux d'intérêt. Donc ça apporte 8%. Donc le 1er janvier 2001, le 1er janvier 1, vous récupérez combien? On a d'abord 8%. Donc vous récupérez combien? 10 000 fois 1,08. Ça fait combien 10 000 fois 1,08? N'oubliez pas, hein, 8% c'est 1,08. Ça fait combien d'intérêt? Ça fait combien? 10 000 fois 1,08. Ça fait 10 800. Ça c'est votre solde. 10 800. 10 800, c'est bien égal à 10 000 multiplié par 1 plus 8%. On est OK? Donc ça, c'est ce que vous avez à la fin de l'année. Ensuite, on nous explique que l'année suivante, j'espère que au bout de 3 ans, l'année suivante, c'est le 1er janvier de 2 ou le 31-12 de 0, de 1, pardon, excusez-moi, on nous explique que cette fois, on va avoir un taux d'intérêt de 15%, ça rapporte beaucoup plus. Donc, cette fois, l'argent reste sur le compte. Donc, de combien va-t-on disposer? On va disposer de 10 800, puisque c'est ce qu'on avait en début d'année sur le compte, multiplié par 1 plus 15%. Ça fait combien, ça? 10 000 12 400. 480, d'accord?
12 420, d'accord? C'est quoi ce 12 420? On est d'accord que c'est le fait que ce qu'on a fait comme calcul, c'est qu'on a fait 10 000, on l'a d'abord multiplié par 1 plus 8%, et puis après, on l'a multiplié par 1 plus 15%. On est d'accord? C'est comme ça qu'on a fait. On a cumulé. Et bien sûr, dans ce calcul, ça nous fait du 10 000, toujours, multiplié par, vous faites la même chose. Vous prenez cette multiplication-là, ça, et vous le développez. Ça fait 1 plus 8%, premier terme. Après, vous le développez par rapport au second terme, plus 15%, plus les intérêts des intérêts. Les intérêts des intérêts, c'est 8% multiplié par 15%. OK? Ce qui fait en fait, 8% multiplié par 15%, ça fait combien? 8 fois 15, ça fait 8 fois 15, ça fait 120. Ça fait, d'accord? Donc ça fait 1,2%. D'accord? Donc en fait, vous voyez que sur 2 ans, ok, en fait, tout se passe comme si la somme était multipliée par 1 plus 8 plus 15, donc 23%, plus 1,2, 24,2%. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le 24,2%, avec les intérêts des intérêts qui rapportent, c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt cumulé. D'accord? Taux d'intérêt cumulé. 24,2% sur 2 ans. Je pourrais le mettre ici, hein, évidemment, voilà, je peux le faire. C'est pour mettre un petit peu de bazar sur mon truc, je fais exprès à dessin. Ok? Vous voyez que là, vous pouvez dire, ça a augmenté le taux d'intérêt, il est de plus 24,2% sur 2 ans. C'est la flèche verte que je mets pour montrer quand on fait un saut. Et vous constatez bien sûr que plus 24,2%, c'est un peu plus que 8%, plus 15%. Bon, allez, dernière étape, en noir. On a enfin terminé nos 3 années. On a bien passé 3 années, hein, d'accord? Donc on est le 1, 1, 3, ou, enfin, on est le 1 à 3, c'est-à-dire le lendemain du 31-12-2002, d'accord? Et donc là, on nous dit que le taux d'intérêt est de 7%. OK? Donc, quel est le résultat? Combien on a? Vous avez fait ce calcul? 13 282. C'est ça. Il n'y a pas de zéro là. 13 289, on ne donne pas le centime? Comment? 0,15. 0,4 ou 0,40? C'est important. On est d'accord, si vous avez placé ça dans la réalité sur un livret A, ils vont vous donner l'argent jusqu'au centime. Ils ne vont pas vous donner au-delà du centime. D'accord? Donc, ils vont arrondir au centime. Il faut bien mettre 13 289,40. Là, c'était pareil, il n'y avait pas de virgule là? Il y avait une virgule là ou pas? Non, c'était bon. Bah oui, ça fait 24,2, donc c'est OK. Bon, là, il faut rajouter pour dire c'est 40 centimes. Si la caisse d'épargne ne vous donne pas les 40 centimes, c'est qu'ils vous arnaquent. D'accord? Donc, ils vont vous donner 40 centimes. Donc, il faut bien le mettre. Donc, ça fait bien, et ça, c'est bien 12 420 fois 1,07, d'accord? C'est-à-dire fois 1,07, c'est aussi, je sais pas, je vais mettre comme ça au-dessus parce que je ne vais pas réécrire à chaque fois, ça fait beaucoup à écrire. Et à la fin, on va dire, c'est 1 plus 7%. OK? Donc au total, quel est le pourcentage total? Je le mets là-haut pour faire exprès, pour que ce soit vraiment le bordel dans mon truc. Sur 3 ans, vous êtes passé de 10 000 à 13 289,4. Donc de combien ça a augmenté? Quel est le taux d'intérêt? Bon, j'appelle pas ça, je vais pas appeler ça un taux de variation. Le taux d'intérêt, c'est bien le taux de variation de la somme qui a été placée. Et on appelle ça un taux d'intérêt. Quel est le taux d'intérêt qui est un taux d'intérêt cumulé entre le 1er janvier 3 par rapport à 0? D'accord? On va le noter comme ça. Bah, vous voyez, on est passé de 10 000 à 13 289,40. Donc ça fait combien comme taux d'intérêt? Au total, de combien ça a augmenté? De 32. Vous voyez, vous avez une somme qui était de 10 000 et elle est passée à 13 289. Donc le calcul, vous n'avez pas besoin de sortir la calculette pour le faire.
Vous n'allez pas faire 13 249,40 sur 10 000, moins 1. D'accord? Quand vous passez de 10 000 à 11 000, ça augmente de 10%. Quand vous passez de 10 000 à 13 289, ça augmente juste de 32,89 40%. D'accord? OK? Et ceci, c'est bien, d'une certaine manière, l'addition d'une augmentation de 8% la première année, plus la deuxième année, je mets plus pour dire que ce n'est pas un plus, d'accord? Une augmentation de 15%, plus cumulée à une augmentation de 7%. OK? Donc c'est le cumul de ces trois augmentations. Évidemment, si on s'était contenté de faire une addition, OK, une addition simple, on aurait fait 8% plus 15%, 23%, plus 7%, 30%. Et donc, bien sûr, que cette somme, elle est supérieure à ce que vous obtiendrez comme addition, elle est supérieure à ce que vous obtiendrez comme addition, parce que l'effet dont je parlais précédemment, c'est-à-dire le cumul des intérêts sur les intérêts, bah, ça permet d'obtenir quelque chose en plus qui vaut 2,8940%. On est OK? Donc, calculer le taux, alors, calculer le taux annuel moyen d'intérêt. Qu'est-ce que c'est ce taux annuel moyen d'intérêt? C'est une notion qu'on n'a pas encore, enfin, on va développer ici, d'accord? Donc, peut-être que je peux le faire ici parce que là, c'est un peu chargé. Donc, on nous demande de calculer un taux moyen d'intérêt. Je vais le noter comme ça, R bar. Quand on calcule une moyenne, on aime bien le mettre avec une barre. Et puis, pour le dire de manière nette, on va dire c'est le taux moyen d'intérêt entre 0 et à 3. Donc, c'est quoi ce taux moyen d'intérêt? Ça a été de 8%, 15%, 7%. Donc, le taux, il a bougé. Le taux moyen d'intérêt, c'est le taux constant dans le temps, qui, s'il avait été appliqué à la somme, aurait donné le même montant. D'accord? C'est ça la définition du taux moyen d'intérêt. Ce que je veux dire, c'est que le taux, on a vu que le taux total d'intérêt sur les trois périodes cumulées, c'est 8% d'abord, c'est ça. Hein. C'est bien ça. Hein. Ne me trompe pas dans les données parce que je n'ai plus en tête. Ensuite, c'est 15%, d'accord? Et ensuite, c'est 7%. Et ça, on a vu que ça nous donnait une hausse de 32, combien? 80, combien c'était? 32, un seul en articulant correctement. Comment? 8000 32 8 9 4 0. D'accord? Pourcent. OK? Bah, c'est quoi le taux d'intérêt moyen? C'est celui qu'on doit déterminer comme étant, c'est la moyenne de ces taux. Mais pour faire cette moyenne, on fait comme si, imaginez que le taux aurait été constant dans le temps, ce qui n'est pas le cas, d'accord? Et que vous l'avez appliqué 3 fois, et qui nous donne la même hausse que celle qu'on a obtenue, c'est-à-dire 1,32 894. Donc c'est ça le taux d'intérêt moyen. Le taux d'intérêt moyen, c'est le taux d'intérêt annuel constant sur la période. Si vous l'appliquez, vous obtenez le même résultat, le 32%. D'accord? C'est la définition du taux d'intérêt annuel moyen. Le fait que c'est le taux d'intérêt annuel constant qui, appliqué consécutivement, nous donne le même résultat. Donc évidemment, comment vous calculez? Vous voyez que le produit que j'ai mis ici n'est rien d'autre que mettre à la puissance 3, d'accord? Parce qu'il y a 3 périodes, il y a 3 augmentations, ok? C'est puissance 3, et ça doit être égal à 1,32 894. Et donc, ce taux annuel moyen, il est égal à quoi? Il est égal à 1,32 894 à la puissance 1 tiers, c'est-à-dire la racine cubique de 1,32 894 moins 1. Ce qui donne combien? Vous l'avez calculé? Il faut sortir la calculette, il faut une calculette avec les puissances
Puisque vous voyez, là, c'est 3 fois, mais si c'était 4 fois, 5 fois, enfin, on ferait la racine cinquième, etc. Donc, il faut le mettre à la puissance entière. Donc, le résultat, c'est... Bon, je dois l'avoir quelque part. 9, donc, si vous calculez, vous allez trouver 0,0942, d'accord? C'est ça que vous allez trouver sur la calculette, ce qui donne 9,42%. D'accord? Oui, bien sûr, 9,942. J'ai oublié un 9 ici. Ok? D'accord? Donc on est d'accord que ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire 9,942 3 fois, c'est ça, hein? Appliquer, avoir un taux d'intérêt à chaque fois de 9,942 et l'appliquer 3 fois à la même somme, c'est-à-dire le cumuler, c'est la même chose, ça donne le même résultat que de faire d'abord une augmentation de 8%, ensuite une augmentation de 15%, et ensuite une augmentation de 7%. Ok? Ça nous donne la même chose. C'est-à-dire une augmentation de 32,894%. Donc là, la remarque qui peut être faite, c'est que ce taux moyen, quand on calcule une moyenne, en fait, on pourrait calculer une moyenne arithmétique. C'est ce qu'on appelle la moyenne arithmétique, c'est la moyenne dont vous avez l'habitude en faisant des additions et en divisant par le nombre de termes. D'accord? C'est celle que vous utilisez pour calculer votre moyenne de l'année ou la moyenne de votre bac. Donc en faisant la moyenne arithmétique, on aurait trouvé combien? On fait 8 plus 15 plus 7, ça fait 30. Divisé par 3, ça fait 10%. D'accord? Si on avait fait la moyenne arithmétique, on aurait trouvé ça. Et évidemment, le taux d'intérêt annuel moyen, c'est pas celui-là. C'est ce qu'on appelle, c'est 9,942, c'est plus faible. Et bien sûr que c'est plus faible, pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'en cumulant 10%, 10%, 10%, ça fait 1,1 fois 1,1 fois 1,1, vous obtenez plus que 30% d'augmentation. Donc le 0, c'est normal que le 9,94 soit inférieur au 10. D'accord? Le taux, parce que le 9,94, il tient compte du cumul des intérêts. Alors que quand vous faites ce calcul un peu naïf, qui consisterait à additionner les pourcentages, vous omettez, vous oubliez une partie du phénomène cumulatif. Donc ça, c'est la moyenne arithmétique. Et cette moyenne arithmétique, vous pouvez montrer que elle est tout le temps supérieure, pardon, elle est tout le temps supérieure à ce qu'on appelle la moyenne géométrique. Voilà, il y a un truc comme ça. C'est en fait 1 plus la moyenne arithmétique qui sont supérieures à la moyenne géométrique. Et le 9,94, c'est une forme de moyenne géométrique. Donc c'est une moyenne que vous faites par des additions. Ok? Oui? Mais la racine cubique, on peut pas la faire sans la calculatrice. Est-ce que quelqu'un peut répondre à monsieur? Je sais pas, ça dépend de vos capacités intellectuelles, enfin de calcul. On a pas le droit à la calculatrice. Ah, ça c'est une autre question. Moi, je sais pas, je connais pas la racine cubique de n'importe quel chiffre, sauf si vous êtes un génie et vous êtes quelqu'un de très rapide, vous allez faire un développement limité, vous êtes capable de le calculer, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans la salle qui soient capables de le faire. Et donc, le jour de l'examen, bien sûr, vous avez le droit à la calculatrice. Pourquoi vous pensez que vous n'avez pas le droit à la calculatrice? En maths, Ouais. Nous, il y a 2 ans, on n'avait pas le droit à la calculatrice, et moi je lui ai dit, moi je veux que les étudiants aient le droit à la calculatrice, donc vous avez le droit à la calculatrice. Sinon, on ne peut rien faire comme exercice. On est là pour faire des stats, on n'est pas là pour faire des additions, des soustractions. Bon, même si... Bon, ok, bien sûr, il faut la calculatrice, hein, donc ça veut dire qu'il faut... vous savez, sur les calculatrices, vous avez y puissance x, hein, souvent. Donc il faut utiliser cette touche sur votre calculatrice, hein, d'accord? Racine cubique. Apprenez à vous servir de calculatrice, ça peut être au programme. Vous pouvez le faire sur Excel aussi. Ok. On a fini l'exercice? Ouais. Bon, on commence assez simplement, après on va un peu accélérer. Hein. Comparer à la moyenne arithmétique des taux, donc on l'a fait. C'est bon? Pas de questions? Ok. Bon, de toute façon, n'oubliez pas, je ne sais pas s'il est transparent une fois qu'ils sont édités, je pense que je les mets sur le pays. Hein. Donc vous pouvez les récupérer après. Enfin, bien sûr, vous pouvez noter aussi, mais ils sont présents sur le pays.
D'accord? Surtout, il faut qu'on avance, hein, parce que faut avancer. Là, c'est trop facile. Le salaire d'un employé est passé de 1700 en date 0 à 1850 en date 1. Laquelle de ces aberrations sont exactes? Bon, cet exercice, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas supprimé. Je ne l'ai pas supprimé parce que je me suis dit qu'après tout, je vais mettre un exercice un peu bizarre. Donc on nous dit c'est passé de 1700 à 1850, d'accord? Laquelle de ces affirmations sont exactes? Le salaire a augmenté de 150 euros de la date 0 à la date 1. C'est exact? Oui. Le salaire s'est accru de 8,8%. C'est exact? Pourquoi c'est pas exact? Il faut calculer, hein, de combien c'est accru. Il faudrait calculer 1850 divisé par 1700, d'accord? Ça c'est le coefficient multiplicateur, ça vaut combien? Ça vaut 1,0. Combien? Non mais attendez, comment? Essayez de mettre plus. Vous voyez bien que si on va poser la question 8,8%, 8,8% c'est 1,088. Donc il faut que vous ayez davantage de précision dans votre, dans votre calcul. Donc quel est le chiffre après la virgule qui vient après le 8? 8 et après le 8? 2. Ok. D'accord? Donc évidemment, si vous l'arrondissez à deux chiffres après la virgule, ça vous donne bien 1,088. Ok? Donc c'est-à-dire, ça correspond à une augmentation entre 0 et 1 de plus 8,8%. D'accord? En laissant qu'un chiffre après la virgule. Donc le salaire s'est accru de 8,8%. Vous direz non ou oui? Le jour de l'examen, on vous pose cette question. Vous mettez oui ou non? Pourquoi vous mettez non? Oui, d'accord. Vous mettez non parce que en dessous c'est marqué. Enfin bon, dans le contexte, comme c'est déjà précisé que c'est 0 et 1, franchement, moi si un étudiant qui me réécrit le salaire s'est accru de 8,8%, est-ce que je vais lui enlever des points? Non, donc c'est oui. Le salaire s'est accru de 8,8% entre la date 0 et 1. C'est un étudiant qui est un peu pointilleux, donc je mets oui aussi, il a perdu du temps. Il a écrit entre la date 0 et la date 1. J'imagine que la réponse n'était pas entre la date 12 et la date 13, quoi. D'accord? Donc je ne sais pas. Je trouve que le salaire a été multiplié par 1,088. Bah oui, puisque c'est ça. Et puis voilà, donc finalement tout est bon. D'accord? Bon. Il n'était pas passionnant cet exercice. C'était juste pour passer à autre chose après. Ok. Ah oui, alors celui-là aussi, du coup, je l'ai un petit peu changé celui-là par rapport à l'année dernière. Ouais. La production totale d'un pays donné est égale à 3 000 milliards d'unités monétaires en T0. Bon, je ne sais pas pourquoi on appelle ça 3 000 milliards, appelons ça des euros. Hein. Ça fait un peu. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est contre l'euro qui a écrit l'énoncé. 3 000 milliards d'unités monétaires. Ça varie de 5% entre T0 et T1, 3% entre T1 et T2, 2% entre T3 et de 1% entre T3 et T4. Laquelle de ces affirmations sont exactes? La production a baissé entre T0 et T4. Oui, non. Non. Bah, on ne sait pas. Ça a augmenté de 5%. Ça a augmenté de 2%, 3%. Ça a augmenté de 2% et ça a encore augmenté de 1%. Si ça a baissé... Non, non. Là, on nous demande si ça a baissé. Si ça a baissé... Pourquoi? Ça augmente tous les ans. Comment vous voulez que ça baisse si ça augmente tous les ans? Vous, bah, varier de 5%. Ok? Varier de 3%. Varier de 2%. Varier de 1%. C'est une augmentation. Si... Comment? Bah oui, exactement. Si on avait dû... je ne sais même pas. Est-ce que dans le journal, on vous écrit la production a varié de 5%? On vous dit, est-ce que le taux de croissance est de plus 5%? Dans le journal, on vous dit le taux de croissance est 5%. Ou le taux de croissance est de moins 1%. Quand c'est plus, on ne le met pas, d'accord? C'est plus. Donc, du coup, vous êtes d'accord, maintenant ça augmente tout le temps, donc c'est bon, ça n'a pas pu... Il ne faut pas aller chercher un loup dans la question. Hein. Alors, le taux de variation de la production a baissé chaque année entre T0 et T4. Oui, puisqu'il était de 5, 3, 2, 1.
Oui. La production a augmenté entre T0 et T4. Oui. La production a davantage baissé entre T1 et T2 qu'entre T3 et T4. Bah non, puisque ça n'a pas baissé. Je ne sais pas pourquoi on pose cette question. La production a davantage augmenté en pourcentage entre T1 et T2 qu'entre T3 et T4. Mais moi, j'arrive même plus à lire l'énoncé. 3%, d'accord, entre T1 et T2, c'est 3%, et entre T3 et T4, c'est 1%. Donc, est-ce qu'elle a davantage augmenté en pourcentage? D'ailleurs, ce serait vrai aussi en niveau, parce que je veux dire en pourcentage. Donc, est-ce que 3 est supérieur à 1 ou pas? D'accord, 3 est supérieur à 1, donc la réponse est non. D'accord? La production a constamment ralenti entre T0 et T4. En fait, ça c'est presque du français. C'est quoi le mot? C'est vrai ou faux ça? Alors après, quand on dit constamment, on a l'impression que dire constamment, si vous êtes un mathématicien, vous allez dire mais c'est constamment, c'est-à-dire que ça ralentit toujours de la même manière. Bon, ça c'est peut-être pas vraiment vrai. Enfin, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a tout le temps ralenti, quoi. Constamment, c'est peut-être mal dit, on dirait. La production a tout le temps ralenti. Oui? La question E, c'est est-ce que la production a davantage augmenté en pourcentage entre T1 et T2 et T3 et T4? T1 et T2, ça a plutôt augmenté. Oui, bon, parce que je mets oui, c'est ok. C'est parce que je me suis trompé, je suis mal réveillé, c'est parce que je passais ma nuit ou je n'ai pas très bien dormi cette nuit. La production a constamment ralenti, d'accord? Le mot ralentissement, quand une voiture roule, elle roule à une certaine vitesse. Quand elle accélère, ça veut dire que sa vitesse augmente, on est d'accord? Quand elle ralentit, ça veut dire que sa vitesse baisse. Donc, si vous avez fait un peu de physique, vous savez que le ralentissement, c'est la dérivée seconde par rapport au temps. Quand on ralentit, ça veut dire que la vitesse baisse. Si vous voyez le PIB comme étant une espèce de vitesse, la croissance comme une espèce de vitesse, voilà, le fait que ça augmente moins, ça veut dire que ça ralentit. Okay, c'est le bon mot en français. Donc la réponse c'est oui. Ok? Bon. Allez. Ça va, c'était pas trop dur, c'était juste pour commencer. On nous donne un exercice donné en niveau ou en valeur. Je regarde. Le tableau ci-dessous représente les valeurs prises par deux grandeurs A et B à différentes dates. Donc, si on comprend bien ce tableau, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, dans ce tableau, on nous présente des données en colonnes. Je ne sais pas très bien ce que c'est. D'accord? On nous donne des colonnes, des données en colonnes. Les colonnes correspondent à une année. On remarquerait que les années ne sont pas totalement régulières. Hein, d'accord? Ok, il y a 2 ans, après il y a 5 ans, ensuite il y en a 9. Et puis, le total, c'est bien l'addition de A plus B. D'accord? 2500, c'est bien l'addition, etc., de A plus B. Donc, on est dans un cadre dans lequel ce qu'on veut exprimer, en fait, c'est une grandeur qui est la somme de A plus B. Le total, c'est bien A plus B. Et ce que l'on veut, c'est exprimer la manière dont se décompose éventuellement le A plus B. La structure. En tout cas, c'est ce qu'on va faire dans la première question. Ok, donc c'est comme ça que sont présentées les données, et c'est évidemment exact à chaque fois. Bon, donc on peut commencer à répondre aux questions maintenant. Calculer la structure en pourcentage du total des grandeurs A et B. Qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit calculer la structure en pourcentage? Ça veut dire que chaque année, on veut représenter la structure de la grandeur en gommant l'effet taille. Vous êtes d'accord avec ça? Donc ça veut dire qu'on veut se ramener à un total qui est de 100, ou un total qui est de 1. 100%, ça veut dire 1. On veut exprimer la structure indépendamment de la taille. C'est la structure. Donc comment on fait ce calcul? Bien sûr, à chaque fois, là, dans cette case-là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre simplement, pour obtenir le résultat ici au pourcentage, on va diviser 500 par combien? Par le total. Et ça va nous permettre d'obtenir un pourcentage. Ok? Ça fait combien 500 divisé par 1250? Ça fait 0,4.
0,4. Comme vous voyez, vous avez raison, ça fait 0,4. Mais comme le tableau, j'ai commencé à le mettre en pourcentage, je veux dire, ça fait 40%. D'accord? 0,4, c'est 40%. Et puis en dessous, ça va faire combien? Combien? 60%. Évidemment, vous pouvez le vérifier, mais par définition, puisque ces grandeurs somment, d'accord, les pourcentages vont sommer de la même manière. Donc, soit vous avez du temps à perdre. Si vous avez du temps à perdre, vous vérifiez que c'est juste. Et si vous trouvez autre chose que 60%, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'accord? Et évidemment que ça marche. Ça, à la limite, vous n'avez pas besoin de le faire. Il suffit de le calculer une fois, puisque vous savez que au total, ça sommera toujours à 100%. Donc, vous n'avez pas besoin de le calculer 12 fois. Donc sur 97, on fait le même calcul. Ici, on fait 1000 rapporté à 1500. Ça fait combien? Ok? C'est pareil. Cette fois, c'est 1500 et on doit rapporter 1000 à 1500. Ça fait 0, 1000 sur 1500. Ça fait 2 tiers. D'accord? Donc, alors là, à la limite, pourriez-vous dire, je mets combien de chiffres après la virgule? Bah, je pense que c'est bien vu d'en mettre au moins un, d'accord? On va dire c'est 66,7%. On arrondit à 0,667, puisque ça fait 0,6666 jusqu'au bout. Vous mettez un moment, vous coupez, vous mettez 7. Et tout le monde comprend ça. Et donc, de l'autre côté, si celui-là vaut 0,667, l'autre vaut un tiers, c'est-à-dire 33,3%. D'accord? Et c'est 500 divisé par 1500. On est OK? Bon, allez. On avance. 2003. Donc là, il faut faire 1300 divisé par 2838. Ça fait combien? 0, combien? 45. Avec quoi comme chiffre après? 45 quoi? 45 exactement? 45? 8. Ok? Si j'ai mis ici un chiffre après la virgule, 45, 8, après, il y a quoi comme chiffre? Vous n'avez pas plus de 3 chiffres après la virgule sur votre calculatrice? Est-ce que c'est vraiment 45, 8 ou est-ce que c'est 45, 9? Il faut regarder le quatrième. C'est combien le quatrième? 0? Ok. Donc si c'est un 0, d'accord? Si c'est un 0, bah, on peut laisser 45,8. Si ça avait été un 8, on aurait arrondi au-dessus à 45,9, d'accord? Soyons un peu rigoureux. Le jour de l'examen, je ne suis pas sûr qu'on vous retirera un point si vous avez mal arrondi. Et autant le faire proprement. Ça ne sert à rien sur un exercice simple de ne pas faire ça proprement. Donc ça fait 45,8%. Et donc si c'est 45,8%, ça signifie que l'autre c'est le complémentaire à 100 de 45,8%, c'est-à-dire, ça fait combien? 54,2%. D'accord? Le dernier, ça fait 1550, voilà, 1550 divisé par 3875. Donc là, c'est pareil, vous sortez votre calculatrice et vous trouvez que ça fait 0,400. Ça marche ou pas? Oui. Et 400, je mets les chiffres après la virgule à dessein, d'accord? Donc ça fait 40%, comme le premier. Alors j'aurais pu mettre, ça fait 40,0%, d'accord? Là, j'aurais pu aussi le mettre, finalement. On ne l'a pas mis, mais c'était tellement évident pour le premier qu'on ne l'a pas mis. Et donc, évidemment, si c'est 40%, l'autre est à 60,0%. D'accord? Donc on a le tableau. OK? Donc voilà le résultat. Ça va, hein? C'est pas trop difficile pour le moment. On a l'impression que c'est... Bon, il y a des moments où ça va devenir un peu plus difficile, sinon tout le monde aurait des super notes à l'examen. Donc, choisissons une et représentez graphiquement cette structure pour 95 et 2012. Alors, vous voyez que, précisément, la structure pour 95 et 2012, elle est la même. D'accord? Ça, c'est 95. Et ça, c'est 2012. C'est la même. D'accord? Donc, c'est bon, on n'a pas besoin de... On va le représenter, c'est la même. Comment vous pouvez représenter une structure? Vous avez, je vais le faire ici, donc c'est 40%, 60%. Donc, je sais pas, vous prenez une structure. Donc, il y a deux manières de faire. Vous pouvez faire, je sais pas, donc ça c'est pour A, et ça c'est pour B, on est d'accord?
il y a deux manières de faire. Voilà, vous voyez, je ne suis pas très bon. Le diagramme au camembert, d'accord? Donc vous faites un rond, et puis après, vous découpez ça en tranches, et puis vous faites 40% pour l'un et puis 60% pour l'autre. Ça va faire quoi? Ça va faire à peu près... C'est rien. C'est pas bien fait. Hein. Ça, c'est 40% pour A et 60% pour B. C'est vraiment mal fait. Ça, c'est diagramme au camembert. Bon, évidemment, c'est plus intéressant. Donc, vous placez le rayon de manière à représenter les poids. Ici, il n'y a que deux catégories, donc c'est pas très passionnant. Une autre manière bien de faire, je pense peut-être mieux, c'est ce qu'on appelle faire un diagramme en barre. Vous placez une hauteur, une barre qui a une hauteur de 100%, d'accord? Donc, il se décompose en 10 barres, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, d'accord? La première, c'est à 10%. Et puis là, vous dites, eh ben, le A, c'est 40%, donc le A, c'est tout ça. Ça, c'est A. OK? Donc, si ça, c'est A, bah, le reste, c'est B. OK. C'est peut-être mieux de faire ça. Parce qu'on visualise mieux, notamment si on doit les comparer. Imaginez que, effectivement, si vous faites la comparaison, tiens, je n'ai pas un appareil qui permet de se faire ça, de reproduire la même chose, mais si vous comparez, ça c'était en 1995, d'accord? Si vous comparez par rapport à 2012, ben, en faisant un diagramme en barre, vous constatez instantanément que c'est la même chose, puisque vous arrivez, vous visualisez tout de suite que c'est à la même hauteur, d'accord? Donc vous voyez que le diagramme en barre, il a cet avantage, que c'est plus facile de visualiser des choses qui sont positionnées les uns à côté des autres de manière horizontale, que des choses qui sont disposées comme des camemberts, où vous avez du mal à appréhender la surface d'un camembert ou d'un rayon. D'accord? Un peu comme si on proposait de choisir entre deux gâteaux mis l'un à côté de l'autre, quelle est la plus grosse part, vous évitez davantage que si on vous met les deux gâteaux, mais c'est des gâteaux carrés, et vous les mettez juste à côté, vous visualisez tout de suite quelle est la plus grosse part. D'accord? Bon, c'est pas très intéressant. C'est tellement peu intéressant qu'on peut peut-être faire la pause. On ne s'est pas trop fatigué, vous avez vu. Samedi, on va prendre un café. J'ai ramené... Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de poly, là? Ok, je vais aller en chercher quelques-uns. Ah, il en reste encore, d'accord, donc vous pouvez les prendre à la sortie. De poly, laissez-les là. Ok, donc on se retrouve dans 7 minutes, top chrono. On va reprendre. Alors, ok. Ah oui, il faut que je retrouve mon énoncé. D'accord. Donc on en est là. Hein. Très bien. Donc question suivante. On a choisi censé une et représenté graphiquement cette structure. On l'a fait. D'accord, c'était ça. C'est très beau. Ensuite, on nous dit calculer les coefficients multiplicateurs associés aux grandeurs A et B entre chaque date du tableau. D'accord? Entre chaque date du tableau, on a bien dit. Hein. Donc, pour moi, c'est ce que j'appellerais le coefficient multiplicateur année précédente, par rapport à l'année précédente. Vous allez calculer, dans mes notations, à chaque fois, il faut un peu faire attention aux notations. Si ça, j'appelle ça T, c'est les dates, les années, d'accord? Ce que je vais calculer, c'est le multiplicateur de T par rapport à T-1. On est d'accord? Donc c'est ça que je cherche à calculer. C'est pour le dire de manière que vous soyez un peu habitué aussi à jongler avec des notations un peu abstraites. D'accord? Ça, c'est bien T95. Et on va... Alors, non, en fait, c'est pas T-1, puisque, excusez-moi, vous voyez, je le dis, en fait, c'est faux. Puisque, évidemment, T n'est pas un nombre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les espaces ne sont pas réguliers entre les intervalles. Donc, oubliez ce que j'ai dit, c'est par rapport à l'année précédente. Par rapport à la valeur précédente.
d'accord, entre chaque date du tableau. Donc c'est bien dit. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on peut calculer? Là, on ne peut pas le calculer, on ne sait pas ce que c'est, d'accord? Puisqu'on ne sait pas ce qui se passe avant 1995. Par contre, ici, entre 97 et 200 et 1995, c'est quoi le résultat? La variable, elle est multipliée par... Allez-y, il n'y a pas de... Par 2. D'accord? Donc le quotient multiplicateur est 2. Ça fait combien d'augmentation? 2. Quand vous avez quelque chose qui est multiplié par 2, ça fait une augmentation de 100%. Attention, ça fait 2 moins 1. Donc ça fait 1, c'est-à-dire 100%. De 750 à 500, ça fait combien? Ben, il faut calculer, c'est un peu plus compliqué. 750 sur 500. Ça fait combien ça? 750 sur 500, ça fait 2 tiers. D'accord? Donc 2 tiers, ça fait combien en pourcentage? Ça a baissé. Donc ça fait en pourcentage? Ah, vous n'avez pas beaucoup plus dormi que moi, visiblement, cette nuit. Hein. Non. N'oubliez pas, c'est le coefficient moins 1. Oui. Non, mais ce que je vous demande, c'est le taux de variation. Donc ça fait moins 33,3%. Ça a baissé de 1 tiers. Donc c'est moins 33, oui. Si, j'ai inversé. Oui, bien sûr. Vous voyez, 500 divisé par 750, d'accord? Ok. Je mets comme ça simplifie beaucoup le calcul. Il faut m'arrêter hein, dès que je fais une petite faute. Hein. Je n'ai pas... Ok, 2 tiers. Là, ça fait combien? De 2003 à 97. Ça va passer de 1000 à 1300. Ça fait combien comme coefficient multiplicateur? 1,3. Donc ça fait combien de hausse? 30%. Parfait. Et là, de 500 à 1538. C'est un peu plus compliqué. Ça fait combien ça? 3, quelque chose. 3, combien? 0? 0,7. Vous ne mettez pas plus de chiffres après la virgule? 3,076? Ok. Ça fait combien de hausse, ça? Ça a été multiplié par 3, donc c'est une hausse. Hein. Ça fait combien? 207,6%. D'accord? C'est passé de 100 à 307,6. Donc n'oubliez pas, hein, 207,6%. Ça peut être, c'est là où vous pouvez vous tromper parce que vous dites, ah bah oui, ça fait 307%. Mais non, ça fait 207% parce que c'est 3,07 moins 1. Donc ça fait 207,6%. Ensuite, ici, c'est passé de 1550, de 1300 à 1550. D'accord? Donc ça fait combien ça? 1,19? 19,2, d'accord? Donc ça fait combien en pourcentage? 19,2%. Ok, plus 19,2%. Quand je ne mets pas de plus, on est d'accord que c'est bien 19,2%. Il n'y a pas de problème. Et puis le dernier, 2325 divisé par 1538. On est d'accord, c'est ça? Ça fait combien ça? « 1,5 » 512, d'accord? Donc effectivement, vous voyez, c'est bien de mettre plutôt 3 chiffres après la virgule, parce que ça nous permet de dire, ça fait plus 51,2%. Ok? Et quand on a des pourcentages, mettre un chiffre après la virgule, c'est assez raisonnable. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher 3 chiffres après la virgule sur le multiplicateur pour arriver à un seul chiffre après la virgule sur le pourcentage. Ok, donc là, on a répondu en même temps à la question 1, à la question 2.
en déduire le taux de variation par rapport à la date précédente pour chacune des grandeurs. Entre deux dates. C'est la même question, non, ça? Non? Ou j'ai pas bien compris la question? En déduire le taux de variation par rapport à la date précédente pour chacune des grandeurs. C'est ce que j'ai fait, hein? Ok. Donc je sais pas pourquoi là, il y a taux de variation entre deux dates. Et après, on nous demande le taux de variation aussi. Donc cette question-là, elle sert à rien, d'accord? C'est moi qui ai fait les fiches, hein, donc c'est pour vous dire. J'ai dû réviser ça au mois d'août en regardant rapidement. Je passe pas non plus mon temps à ça. Je ne prétends pas à la perfection. Ok? Question suivante. Ah bah j'ai réussi à me réduire, vous avez vu? Ah c'est bien ça. Je savais pas que je pouvais me réduire comme ça. Je vais mettre là. Non, en fait, je voudrais me mettre un peu plus gros comme ça. Bon, ça, c'est marrant parce qu'à chaque fois avec le truc YouTube, ça fait rigoler tout le monde. Vous savez que ça m'arrive des fois, il y a des gens qui m'interpellent dans un ascenseur atomique en me disant « Ah bonjour monsieur Glachan, ça me flatte un peu, quoi. J'ai l'impression de... Parce qu'ils m'ont vu sur YouTube. Bah, je me suis rendu compte que c'était important. Vous savez, la veille de l'interro, je vous avais déjà dit ça, non? La veille de l'interro, les vidéos, elles sont vues, les totales des vues, c'était 1500 la veille de l'interro. Et on voit là les étudiants pendant un mois et demi, ils font rien, ils regardent jamais les vidéos. Et puis à 3 jours de l'interro, ça commence à piquer. Et 2 heures avant l'interro, là c'est à 7 heures du matin, c'est assez rigolo. Bon, sans utiliser les coefficients multiplicateurs cette fois, détermine les taux de variation par rapport à la date précédente de la grandeur A. Donc là, ils nous prennent un peu pour des débiles. Donc on a calculé le taux de variation. Le cours, c'était M1 par rapport à 0, c'est X1 par rapport à X0, d'accord? Et bien sûr, c'est égal à 1 plus V1 par rapport à 0, et donc V1 par rapport à 0, c'est M1 par rapport à 0 moins 1. C'est ça qu'on a appliqué. Hein. Donc attention, appliquez-le bien à chaque fois. Hein. Ok? Quand vous avez un coefficient multiplicateur de 0, un coefficient multiplicateur de 0, ça veut dire que la variable passe d'une valeur à 0. Ça fait une baisse de 100%. D'accord? Moins 100%. Donc, il faut quand même bien comprendre ces formules. Après, bien sûr, vous pouvez aussi calculer, je pense que c'est ça qu'il nous demande de faire. Des fois, je m'interroge, moi, sans utiliser les coefficients multiplicateurs cette fois. Donc, voilà, on dit maintenant, on doit plus utiliser les coefficients multiplicateurs. On va refaire tous les calculs en utilisant la célèbre formule, il faut toujours se méfier des formules, qui nous explique qu'un taux de variation, c'est simplement la variation absolue de la grandeur divisée par la valeur initiale, d'accord? Exprimée en pourcentage. Ok? Donc je pense que c'est ça qu'ils veulent nous faire faire. Avant, on a fait intelligemment, on a appliqué cette formule, c'est la bonne manière de faire, et là on nous demande de faire autre chose. Bon, heureusement, on ne va pas nous demander de trop le faire. Donc on peut le faire ici, évidemment, on ne peut rien faire, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe avant 95, donc on n'a pas à remplir cette case. Ensuite, on doit remplir cette case, on va le faire uniquement pour la grandeur A, on va pas le faire pour toutes les grandeurs, d'accord? Vous devez obtenir les mêmes résultats qu'avec la question précédente. D'accord? Donc effectivement, A a augmenté de 500, donc ça a augmenté de 500, il faut rapporter cette augmentation de 500 à la valeur initiale de A, qui est de 500. D'accord? Donc ça vaut 1, c'est-à-dire plus 100%. On est OK? Ensuite, là, vous voyez, ça a augmenté de 300. Donc c'est 1300 moins 1000, je détaille le calcul, parce que, divisé par la valeur initiale est de 1000. Donc ça fait 0,3, c'est-à-dire plus 30%. OK? Dernière valeur. Dernière valeur, OK, en 2012, c'est passé pour A de 1550 à 1300. Donc, la hausse, elle est de 1550 moins 1300, ça c'est l'accroissement absolu, 250, rapporté à la valeur initiale, 1300, OK, ça fait 250 sur 1300, ça fait combien? 0, ça fait? Comment? Ah, 20%. C'était 20%? Pas 20%, non? C'est 20%? Ah, oui, alors attention, faites attention aux arrondis quand même. Hein. Ça fait donc, 250 sur 1300. Donc ça fait 19,2, vous me dites. 0,192. D'accord? Donc ça fait 19,2%.
Mais vous imaginez que ma collègue de l'amphi d'à côté, elle doit faire 2 TD de suite, 2 DE de suite sur le même sujet. Sa matinée du samedi, c'est faire 2 fois la même chose de ça. La deuxième fois, elle doit être rodée. C'est assez long. Ok, on y va. C'est bon là-dessus? Ok. Ensuite, on nous dit, question suivante, calculer les indices élémentaires des grandeurs A et B base 100 en 1995. Effectuer la représentation graphique avec une échelle d'abscisse annuelle. Ça, c'est pas mal comme question. Un peu plus sophistiqué. C'est quoi un indice? C'est quoi un indice élémentaire? Vous avez aimé les coefficients multiplicateurs, d'accord? Un coefficient multiplicateur, typiquement, c'est une grandeur qui se ramène à 1. Si le coefficient multiplicateur est de 1, c'est que ça n'a pas bougé. Donc ça valait 1 et ça vaut 1,2. Le coefficient multiplicateur est de 1,2. L'indice, c'est simplement le coefficient multiplicateur multiplié par 100. C'est-à-dire qu'on va dire, on va mettre base 100. Ok? C'est la même chose qu'un coefficient multiplicateur en fait. C'est juste une manière de renormaliser les coefficients multiplicateurs en les écrivant non pas comme 1,2, mais en disant c'est 120 base 100. D'accord? C'est un peu... Bon, pas de quoi en faire pas très très compliqué. C'est ça, un indice élémentaire. Ok? Pourquoi on fait ça? Parce que les gens aiment bien raisonner en base 100 en disant une année c'est 100, l'année suivante c'est 120. C'est plus facile que dire une année c'est 1, l'année suivante c'est 1,2. J'ai l'impression que c'est plus facile de le dire comme ça. Je sais pas. Bon. Donc, quand on dit base 100 en 1995, c'est qu'on veut ramener toutes les grandeurs. L'idée, c'est toujours la même chose. C'est de supprimer l'effet de taille et de regarder l'évolution. Donc, on veut ramener toutes les grandeurs à quelque chose qui vaudrait 100 en 1995. Donc, bien sûr, l'indice base 100, l'année 0, par définition, il est égal à 100. D'accord? Ok? Donc, voilà. Donc l'indice base 100, ensuite, on peut évidemment reprendre tous les calculs, on l'a déjà fait pas mal de fois, d'accord? Vous voyez que quand ça double de 1995 à 1997 ici, d'accord? C'est un coefficient multiplicateur de 2, donc l'indice base 100, c'est 200. Quand ça valait 100, ça vaut 200, ça a augmenté de 100%. Donc dire que ça a augmenté de 100%, que le coefficient multiplicateur est de 2, ou que l'indice base 100, 1995 et 200, c'est la même chose. Ok? Ça veut dire la même chose. Donc la réponse, c'est 200 ici. Ici, c'est passé de 750 à 100, 500. Donc ça a baissé de 33%, on l'avait vu, hein, d'accord? Ça a baissé de 33%. Et on avait vu que c'était un coefficient multiplicateur de 0,667. Donc c'est quoi le résultat ici? C'est 66,7, d'accord? Ok? Puisque c'était 0,667. Rappelez-vous, hein, le coefficient multiplicateur était de 0,667, on est passé de 750 à 100, donc quand ça valait 100, ça vaut 66,7. Donc ça a baissé de 33,3%, et là vous voyez que l'intérêt effectivement, c'est que du coup, quand j'écris I1, 0, moins 100, j'obtiens tout le temps, tout de suite, le taux de variation en pourcentage en quelque sorte, d'accord? Immédiatement. Donc, quelque part, c'est plus aisé, je sais pas. Alors attention, parce que, bien sûr, quand on dit base 100, il faut bien vérifier base 100 ans. Donc c'est l'année à partir duquel on se réfère. Donc ici, ce qu'on nous demande de calculer, c'est l'indice de la grandeur, d'accord? Donc IA, par exemple, 2003, base 195. Donc je vais noter comme ça. C'est l'indice élémentaire de la grandeur A en 2003, base 100, 1995. Donc, bien sûr, il faut que je me rapporte, non pas à l'année précédente, mais que je compare à la base 100. Donc, ce qu'il faut que je calcule ici, c'est bien 1300 divisé par 500. OK? Donc, il y a un cumul, en fait. Ce n'est pas année précédente, ou date précédente. C'est base 100, 1995. Donc, ça fait combien, ça, 1300 divisé par 500? 2,6, d'accord? Et évidemment, bien sûr, si je veux faire un indice, il faut que je le multiplie par 100. Donc le résultat, c'est 260, on est d'accord? Et donc entre 200 et 260, ça a augmenté de combien? 30%. Puisque, vous voyez bien, quand ça passe de 200 à 260, c'est que ça a augmenté de 30%.
C'est ce qu'on avait calculé précédemment, mais ça c'était date précédente. Et 2012, c'est passé à 1550. Donc 1550, toujours le ramener à la même base, ici, puisqu'on nous dit c'est base 195, on nous a donné cette instruction-là. Et donc c'est 1550 divisé par 500, multiplié par 100. Donc ça fait combien? Ça? Vite. 3,1 310, 3,1, 310, d'accord? Donc vous voyez bien qu'au total, vous pourriez me dire, bah, là, quand on est passé de là à là, au total, ça a augmenté de combien de pourcentage? Le taux de croissance cumulé, le taux de variation cumulé. On est passé de 100, pardon, c'est de là à là, d'accord? Donc sur combien d'années? Vous allez me le dire, c'est sur 17 années. On est passé de 100 à 310. Donc au total, on a une augmentation de plus 210%. Puisque passer de 100 à 310, d'accord, c'est augmenté de 210%. D'accord? Évidemment, c'est un taux cumulé sur 17 années. Donc ça nous permet de visualiser la croissance cumulée, en fait, puisqu'on est passé de 100 à 310. Bon, en dessous, on avait commencé 66,7, donc on va continuer. 1538 divisé par 1250 fois 100, ça fait combien? Celui-là, il est à combien? Combien vous dites? 4? 1,230, donc 123. D'accord? Attention. 123. 123, virgule quelque chose ou rien? Là, on a mis 66,7. Donc, on peut, si, 123,4? Ah, 0,04, donc c'est 123,0. Vous pouvez toujours mettre 123,0, comme ça exprime le fait que vous êtes allé regarder jusqu'à un chiffre après la virgule. Et comme 4 est plus proche, oui. Ah oui, parce que je me suis trompé de ligne. Merci. Ok? C'est bien par rapport à ça que je dois comparer, c'est parce que j'ai été un peu vite. Et là, c'est pareil. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi j'ai trouvé 310? C'est vrai, hein, c'est 310, vous avez vérifié. Pourquoi je vois que c'est 310? Comment j'ai fait pour faire ce calcul instantanément? C'est pas parce que je m'en rappelle, en fait. C'est parce qu'il y a un truc dont je me rappelle. C'est que en 1995, ça vaut 40% et ça vaut 60%. D'accord? Du total. C'était la structure. Et vous vous rappelez qu'en 2012, la structure est la même. 40, 60%. Donc nécessairement, il faut que ça ait augmenté dans les mêmes proportions. Ok? Vous voyez, dans la structure, vous vous rappelez, on a regardé la structure. On a vu qu'en 1995, la structure, c'est une structure 40-60%. Et en 2012, on a vu que c'était la même structure. 40%, 60%. La seule manière pour que la structure ne soit pas changée entre les deux dates, c'est que les deux grandeurs soient multipliées par le même nombre entre les deux dates. Donc 310. Ok? Ça marche? Effectuer la représentation graphique avec une échelle d'abscisse annuelle. Je l'ai fait. Pourquoi on le fait? D'accord? Ce qui est important dans ce graphique, c'est bien de visualiser la chose suivante. D'abord, dire que c'est une échelle annuelle, c'est que vous voyez que du coup, j'ai fait attention que 2 ans représentent 2 ans. Et que 8 ans représentent 8 ans, d'accord? Pour que ce soit bien clair. J'ai tenu compte de la largeur des intervalles. Parce que ce n'est pas toujours le même intervalle. C'est pour ça qu'on dit échelle annuelle. Puis après, je l'ai fait sur Excel. Donc évidemment, les deux grandeurs A et B, je sais pas, oui, c'est A en jaune et B en bleu. D'accord? A et B commencent au même niveau, puisque c'est bien ça l'idée de calculer un indice base 100. Évidemment, ils ne sont pas au même niveau dans la réalité, mais ce qu'on regarde, c'est leur évolution conjointe. Et ce que vous voyez, c'est que dans un premier temps, A augmente plus que B. Ça veut dire que, en gros, on est parti d'une structure 40%, 60%. Rappelez-vous la structure. Dans un premier temps, A augmente plus que B. Ça veut dire que la structure se déforme à l'avantage de A.
Et puis ensuite, on va aboutir au même niveau. Bah, on aboutit au même niveau parce qu'à la fin, les deux ont augmenté d'un facteur, ont été multipliés par 3,1, d'accord? Et on revient au même niveau des deux parce que la structure, elle est inchangée. Donc, en regardant, bien sûr, ça, en regardant cela, vous pouvez aussi voir comment se déforme la structure au cours du temps. Question qui était la question précédente. Et c'est pour ça qu'on fait ce genre de choses. Il y a un graphique qu'on aime bien faire, c'est par exemple, on regarde un peu, on compare tous les pays, on met base 100 2008. Tous les PIB des pays au base 100 2008. Pourquoi? Parce que 2008, c'est le creux de la crise, et on regarde comment les pays depuis ce temps-là sont sortis chacun de la crise. Là-dedans, on va mettre le Canada, les États-Unis, la France, etc. On sait très bien que les États-Unis produisent plus que la France. Ce qu'on veut, c'est regarder, comparer les évolutions de ces pays depuis la crise. Est-ce qu'ils sont mieux sortis que les autres? Évidemment, le mauvais élève, c'est l'Italie, et que l'Italie n'a pas réussi à retrouver son niveau pré-crise. C'est exactement en quoi ce truc-là est utile. On aurait pu bien sûr choisir la base 100 ailleurs. C'est peut-être d'ailleurs la question d'après, je ne sais même plus quelle est la question d'après. Ok, c'est bon le graphique. Donc ça, je l'ai fait sur Excel, ce graphique. Hein. Je vais rentrer les données sur Excel. Je dois les avoir mis quelque part. En général, avec les DE, j'ai toujours un petit fichier Excel qui accompagne les DE. Ce sera plus le cas dans d'autres DE où ce sera un peu plus compliqué. Ok. Ah, quelle est la relation... Voilà. Quelle est la relation mathématique entre l'indice élémentaire de A en 2003 à 100 1995, IA 03 95 et le taux de variation de A entre 95 et 2003. D'accord? Donc on est d'accord qu'un indice, c'est juste la grandeur A. Bon, appelons-la la grandeur A, appelons-la A, ce sera plus simple. D'accord? C'est A en 0,3 divisé par A en 95 fois 100. D'accord? D'accord. Donc c'est aussi, bien sûr, puisqu'on peut faire des notations comme ça, c'est aussi l'indice élémentaire entre 0,3, le coefficient multiplicateur, multiplié par 100. D'accord? Et bien sûr, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus le taux de variation de A entre 0,3 et 95. Fois 100. D'accord? D'accord? Donc, voilà la relation qu'on veut mettre en avant. Quelle est la relation mathématique entre 1995 et 2003? Vous pouvez aussi écrire ça de la manière suivante. Vous êtes d'accord que V de 0,395, V, j'ai mis en rouge, 1995, c'est quoi? C'est l'indice élémentaire auquel vous enlevez 100. Alors, éventuellement, bien sûr, vous pouvez tout diviser par 100 si vous voulez l'exprimer en pourcentage. Donc quand l'indice, entre 95 et 2003, il vaut combien cet indice? Je ne me rappelle plus, on l'avait calculé précédemment, je vais le rechercher parce que je ne me rappelle plus sa valeur. D'accord? Entre 95 et 2003 pour la grandeur A, c'est 260. D'accord? Donc quand on dit que cet indice vaut 260, ça veut dire que la grandeur est passée de 100 à 260. Ok? C'est ça. Hein? Donc dans ce cas-là, la hausse, le coefficient multiplicateur est de 2,6. D'accord? Et la hausse est de 160%. 260 moins 100. D'accord? C'est passé de 100 à 260. Ça fait 160% de hausse. On est OK? Donc la réponse c'est 160%. C'est bon? D'accord. Ah. Ok, donc on a fait ça, il n'y a rien à dire de plus. Calculer le taux annuel moyen de variation de A entre 1995 et 2012. Et celui de B entre 2003 et 2012. Commentez.
C'est quoi le TAMV? Taux annuel moyen de variation. Le taux annuel moyen de variation de 1995 à 2012, on peut le noter comme ça, pour signifier que c'est entre 1995 et 2012. On va de 95 à 2012. Et puis comme c'est la grandeur A, on va l'écrire comme ça. C'est un peu lourd comme variation. TAMV, taux annuel moyen de variation de A entre 95 et 2012. C'est quoi ça? C'est le taux de croissance constant, le taux de croissance annuel constant, constant dans le temps, ne bougeant pas dans le temps, que si il avait été appliqué de 1995 à 2012, aurait donné la même évolution globale. D'accord? C'est ça, le TAMV, c'est vous cherchez une moyenne, quel est le taux annuel moyen constant. Un taux annuel moyen. Moyen, ça veut dire constant dans le temps. En fait, on sait très bien qu'il y a eu des variations dans la croissance, dans le taux de croissance, dans le taux de variation, mais on voudrait dire, globalement, ça a augmenté de temps en rythme annuel. On sait qu'au total, ça a augmenté de 210%. D'accord? On sait que c'est passé, que la croissance totale a été de 210%. Mais 210% sur 17 ans, ça fait combien en rythme annuel? D'accord? Pour ça, il faut juste prendre le fait que, donc c'est bien ça, c'est le taux constant qui, appliqué sur ces 17 années, permet d'obtenir cette augmentation de 210%. Bon, déjà, première chose à vérifier, j'ai dit sur 17 années. Bon, je vous conseille de faire un truc, c'est imaginer que vous auriez que des données sur 1995 à 1996. De 1995 à 1996, il y a un an. De 1995 à 1997, il y a 2 ans. Donc, ça tombe bien, ça fait 1997 moins 1995 est égal à 2. Donc 2012 moins 1995, c'est égal à 17. Donc ça veut dire qu'il y a eu 17 variations entre ces deux dates. Okay, 17 variations entre ces deux dates. Okay, pour en déduire ça, méfiez-vous parce que quelquefois, ça peut être ambigu. C'est exactement comme tout à l'heure dans la somme, est-ce qu'il y a 2 périodes, 3 périodes, combien de variations, combien de fois on a mesuré une croissance en fait. Enfin, on l'a mesuré 17 fois. Et comment vous pouvez vous rendre compte? Vous êtes d'accord entre 1995 et 1997, il y a 1995, 1996, 1996, 1997. Donc, ça fait 2 fois. Donc la règle pour calculer, c'est bien de faire 1997 moins 1995, 2 fois. Donc ici, c'est bien 2012 moins 1995, ça fait 17 fois. Donc au total, ce qui va se passer, c'est que le TAMV, il faudrait l'appliquer 17 fois. C'est le taux qui, appliqué 17 fois en rythme annuel, me donne l'évolution que j'ai eue entre les deux. Et l'évolution que j'ai eue entre les deux, c'est la multiplication par 3,1 de la grandeur. C'est ça, hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on utilise un taux de variation? Quand on cumule un taux de variation, on le cumule en prenant des puissances, en le multipliant. Donc, je ne vais pas écrire 1 plus TAMV multiplié par 1 plus TAMV multiplié par 17 fois. D'accord? Je dis c'est 1 plus TAMV à la puissance 17 qui doit être égal. Donc ça c'est bien un coefficient multiplicateur annuel qui doit être égal à 3,1. D'accord? Donc ça c'est l'intérêt aussi de passer par les coefficients multiplicateurs. Ce calcul-là, je le fais à partir du coefficient multiplicateur. Ça a augmenté de 210%. Et 210%, c'est un coefficient multiplicateur de 3,1. Donc cette hausse-là, je l'applique 17 fois. Donc il faut que je prenne, ensuite, il faut que je fasse le calcul. Si c'est à la puissance 17, ça implique tout simplement, mathématiquement, que ce que l'on cherche, la cause de l'équation, c'est égal à 3,1 à la puissance 1 sur 17. Donc là, si vous êtes capable de le calculer de tête, c'est que vous êtes très fort. Vous sortez votre calculette, vous tapez 3,1, vous le mettez à la puissance 1 17e, donc vous faites 1 divisé par 17, et vous me donnez le résultat. Le résultat, c'est combien? 1,06 88. Vous avez raison de donner beaucoup de chiffres après la virgule, parce que bien sûr, ça c'est ce que je viens de calculer, en fait, c'est le coefficient multiplicateur moyen. D'accord? Bon, on n'a pas introduit cette notion, on s'en fout, c'est pas important.
ça fait 1,0688. Ça veut dire que c'est combien le TAMV? Le TAMV, il est de, il s'exprime en pourcentage, c'est un taux, il est de 6,88%. Parce que là, ce que j'ai calculé, c'est 1 plus le TAMV. Donc ça veut dire que si vous multipliez une grandeur 17 fois, si vous multipliez 17 fois 1,0688, vous obtenez 3,1. D'accord? Donc, ça veut dire que ça va augmenter de 6,88% par an. Donc, vous voyez bien que pour qu'on arrive à une hausse de 210%, il suffit qu'on, sur 17 ans, ce qui est considérable, il faut que ça augmente de un peu moins de 7% par an. D'accord? Et bien sûr, 7% c'est énorme, et donc vous avez un cumul à la fin qui fait que ça fait 210%, c'est-à-dire un triplement de la valeur. Ok? Donc j'ai calculé le TAMV. Donc pour calculer le TAMV, il faut connaître sa définition, c'est imaginer que ça augmente de manière régulière. De combien ça a augmenté de manière régulière? Et bien ça a dû augmenter de manière régulière de 6,88% pour obtenir ce résultat-là. Ça vous donne une idée de ce qu'est la croissance annuelle, exactement comme on l'avait fait tout à l'heure pour le taux d'intérêt annuel moyen. C'est le même calcul. D'accord? Donc c'est ça cette notion de TAMV. Donc pour faire ça, il faut bien sûr que sur votre calculette, vous fassiez Y à la puissance X, d'accord? Je ne sais pas s'il y a une puissance, hein, calculette. Donc ça veut dire que le jour de l'examen, il vous faut vous munir d'une calculette qui ne soit pas une calculette trop basique, enfin, qui soit capable de faire ce type de calcul, d'accord? À la puissance 1 sur 17. C'est bon? Ok. On a donc terminé cet exercice. Bon, il faut que j'avance parce que quand même, il faut que je termine celui-là aussi. Ok. Données en pourcentage ou en taux de variation. Le tableau ci-dessous décrit les variations annuelles du PIB de 2009 à 2013. Le taux de croissance du PIB est mesuré ici à prix constant, c'est-à-dire en dehors de l'inflation. Ok. Donc c'est ça. Croissance annuelle du PIB 2009-2008. Donc on est bien d'accord que ça, c'est bien le taux de croissance, la variation du PIB de 2009 par rapport à 2008. Ok? Moins 3,14%. D'accord? C'est le PIB 2009 divisé par le PIB 2008 moins 1, exprimé en pourcentage. Ok? Pour bien comprendre ce que ça veut dire. Hein. Donc, vous voyez que ici, précisément, on a combien de variations on a? On peut dire, a priori, on a 4. En quelque sorte, on peut dire on a 4 variations, parce qu'on a 4 dates, mais bien sûr, en fait, on en a 5. Vous voyez bien qu'on a 4 années qui sont appliquées, mais on a 4 années qui sont appliquées, 2009 jusqu'à 2013. Donc quand j'ai fait ça, j'en ai compté 4. Et bien sûr, implicitement, ça donne bien ce qui se passe entre 2008 et 2009. Donc on a bien 5 variations. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention aux histoires de poteaux et d'intervalles. D'accord? La première notion, 2009, c'est bien le PIB entre 2008 et 2009. Donc on a bien 5 variations en fait. Et donc on a bien 5 colonnes dans le graphique pour uniquement 4 années. Et ok, c'est entre 2009 et 2013. Il semblerait qu'il y ait 4 années, mais si on fait 2013 moins 2009, on arrive à 4. En fait, il y a bien 5 variations. Ok, commentez brièvement les données du tableau. Donc ça monte, ça baisse, ça monte, on ne sait pas. Calculer la valeur des indices du PIB. On y va, on fait l'exercice. Commentez brièvement les données du tableau. Il y a la crise en 2008, on ne va pas discuter de ça. Calculer la valeur des indices du PIB bas 100 en 2010 pour chaque année des années du tableau. Pas évident. Calculer la valeur des indices bas 100 en 2010 pour chacune des données du tableau. C'est une question difficile en fait. Et elle paraît anonyme comme ça. Pour y répondre, il faut réfléchir à ce qu'on nous demande de faire. La valeur des indices du PIB bas 100 en 2010 pour chacune des données du tableau. Donc, on est d'accord que l'indice bas 100, cette fois, les années, on peut les appeler l'année T, d'accord? Nous demande de calculer l'indice T par rapport à 2010. Donc, pour faire ce calcul,
faudrait connaître le PIB en T, le rapporter au PIB en 2010 et multiplier par 100. D'accord? Donc bien sûr, c'est la dernière ligne ici, d'accord? Bien sûr, ce que je veux, c'est rapporter, vous voyez, c'est ça, indice basse 100 année 2010, ce que je calculais, c'est quelque chose qui vaut 100 en 2010. Donc c'est pas évident de faire ce calcul parce que il faut que ce soit tout le temps la même base. Ce que je vous propose, pour se faire ce calcul, on n'a pas les données du PIB. Ce qu'on connaît, c'est les taux de croissance annuels. Donc on va le reconstituer en fait. Comment on va faire? On va d'abord calculer une première chose qui est de l'indice basse 100 année précédente. Donc ça c'est IT par rapport à T-1. Donc qu'est-ce qui se passe entre 2008, année basse 100, année précédente? On a les taux de variation. Donc entre 2008 et 2009, d'accord? Entre 2008 et 2009, basse 100 année précédente, c'est basse 100 année 2008, ça a baissé de 3,14. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend une basse 100 année 2017 à année 2007 pour calculer 2008, moins 3,14, ça signifie que c'est passé à 96, ça a baissé de moins 3,14%. Donc c'est passé, la réponse ici c'est 96,86. On est d'accord? Puisque 96,86 c'est 100 moins 3,14. D'accord? Donc si le PIB en 2007 valait 100, aujourd'hui il vaut 96, en 2008 il vaut 87,86. Indice basse 100 année suivante, c'est 101,72, c'est-à-dire une augmentation de 1,72%. D'accord? Ok? Année 2010, ah non, je me suis trompé parce que, ah d'accord, ok. Non, j'enlève ça parce que en fait dans mon tableau c'est bien fait mon truc. Ah mince, pas grave, je voulais juste gommer ça. Je me suis trompé parce que là, vous voyez, c'est, excusez-moi, je me suis décalé. Ok. Ici, l'année 2008, on ne le connaît pas. Justement, c'est la base 100. Base 100 année précédente. En fait, on ne connaît pas. Non, décidément, je ne suis pas en forme aujourd'hui. Ok. Ça, on n'est pas capable de le calculer. On n'est pas capable de le calculer. On ne connaît pas la variation qu'il y a eu entre 2007 et 2008. Donc, on n'est pas capable de le calculer. Donc, je ne le calcule pas. Par contre, c'est là où je me suis trompé, 2009, on peut calculer par rapport à 2008. Donc, 2009 par rapport à 2008, ça donne quoi? Effectivement, c'est là où c'est 96,86, puisque c'est bas 100 année précédente. Donc si en 2008 c'était 100, en 2009 c'est 96,86. Ensuite, comment? Bas 100 2008. C'est ce que j'ai dit? L'indice, ici, on nous demande de calculer l'indice bas 100 de 9 par rapport à 8. D'accord? Donc ça, c'est 1 plus le taux de variation entre 9 et 8 multiplié par 100. D'accord? Donc ça a baissé de 3,14. Donc ça fait bien ça. Ça fait bien 87,86. Ensuite, on nous demande entre 2009 et 2010. Ça a augmenté de 1,72%. Donc ça fait 101,72. OK? Puisque c'est passé de là. Ensuite, ça a augmenté de 2,03%. Donc c'est 102,03. Ensuite, on nous demande entre 2011 et 2012. Donc attention, c'est 100,001. 0,01%. D'accord? Donc ça fait 100,01. Ok? C'est ça. C'est une augmentation de 0,01%. Et puis là, c'est une augmentation de 21%, de 0,21%. Ça fait 100,21. Ok? Maintenant, on nous dit, ok, donc voilà, maintenant, pour faire le calcul, c'est une manière de faire le calcul, on se dit très bien, maintenant on va calculer l'indice bas 100 année 2008. Donc on va faire comme si en 2008 on était à 100. L'année suivante, on est à combien? Donc on prend bas 100, mais la même année pour tous. Alors que là, c'était bas 100 année précédente, c'est-à-dire qu'on changeait la base. Comment on fait le calcul? En 2008, c'était 100. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cumuler les variations. Donc l'année suivante, c'est 87,86.
D'accord? Puisqu'on l'a déjà calculé, c'est base 100 année précédente. L'année d'après, c'est quoi? Comment vous allez obtenir le résultat? Ben, vous allez prendre 96,86 et vous allez le multiplier par quoi? Par 1,0172. Pourquoi? Parce que ça a augmenté de 1,72%, ce qui est indiqué au-dessus, avec un coefficient multiplicateur qui est donc de 1,0172. Vous trouvez combien? Allez, dépêchez-vous, sinon on va perdre du temps sur les autres. Bah, 172. 98,525. 626. 526. Ok. 98,526. Ensuite, ok, vous allez prendre ce 98,526. J'espère que vous n'êtes pas trompé dans les arrondis. Et vous allez le multiplier par combien? Par 1,0203. Puisque ça a augmenté de 2,03%. Ok? 100,53. Alors, si vous avez mis 3 chiffres après la virgule précédemment, vous devez faire la même chose ici. 500? Ah ouais. Ok? Après, vous allez prendre 100,526 et vous allez le multiplier par 1,0001. Vous allez trouver la même chose. 100,526. Ok? Et puis après, vous allez prendre le 100,526 et vous allez le multiplier par 1,0021. Donc là, ça fait peut-être quelque chose, là, ça fait 500. 537. 100,737. Ok? Vous voyez, c'est important de faire attention aux arrondis dans ce truc-là. C'est pour ça que ça serait mieux de le faire sur Excel, franchement. Si vous le faites sur Excel, vous êtes sûr de ne pas vous tromper parce que Excel, il manipule les arrondis. Ok? Donc là, ici, peut-être que vous avez mal arrondi, je ne vais pas vérifier, peut-être qu'on n'obtient pas exactement ça. Mais ça doit être à peu près ça. On doit avoir la correction quelque part. La correction, parce que j'ai calculé la semaine dernière. Ok. Bon, 100,73, oui, si ça correspond à ce que j'ai trouvé. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement appliqué une formule qui est la suivante, qui est, je l'écris ici. Ok. Quand vous cherchez à calculer l'indice élémentaire 2 par rapport à 0, 2 par rapport à 0, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire l'indice élémentaire 2 par rapport à 1, multiplié par l'indice élémentaire 1 par rapport à 0, le tout divisé par 100. D'accord? Les indices, ils se cumulent en les multipliant, mais en faisant attention parce que, comme ils sont ramenés à 100, il faut diviser par 100 après, exactement comme on est capable d'écrire ceci pour les coefficients multiplicateurs, puisque les indices, ce ne sont que des coefficients multiplicateurs multipliés par 100. Ok? Donc c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai cumulé, en fait. J'avais les indices années précédentes. Donc en cumulant les années précédentes, les indices années précédentes, je suis capable de reconstituer l'indice base 100 de l'année initiale. Maintenant, donc, ce qu'on a fait, c'est bien ça. On a calculé l'IT par rapport à 2008. On a calculé l'IT par rapport à 2008. C'est ce qu'on a obtenu pour l'année T. Maintenant, on nous demande de calculer l'IT par rapport à 2010. D'accord? L'IT par rapport à 2010. C'est ça qu'on nous demande de calculer. En fait, si on applique cette même formule, vous voyez, on s'intéresse à ce qui se passe entre la date T et 2008 et la date T et 2010. C'est quoi l'IT par rapport à 2010? IT 2008, c'est égal à quoi? Vous allez de 2008
2010. Et puis après, il y a T. D'accord? Donc vous appliquez la même formule. L'IT 2008, c'est ce qui se passe entre T et 2008. C'est ce qui se passe entre T et 2010, multiplié par ce qui se passe entre 2010 et 2008. D'accord? Le tout divisé par 100. Alors, vous allez me dire, ça c'est juste la même chose, d'accord? C'est la même formule. Ce qui se passe entre T et 2008, ok? C'est ce qui se passe d'abord entre 2008 et 2010, c'est là, et puis ce qui se passe ensuite entre T et 2010. On est d'accord? Ça c'est bien ce qui se passe entre 10 et 8, d'après mes notations. Et ça c'est ce qui se passe entre T et 10. Évidemment, vous allez dire, mais attendez, et si T est 2009, hein, en fait, ce calcul tel qu'il est, réfléchissez-y un instant, il suffit de reprendre les définitions des indices, il s'applique en fait que T soit supérieur à 2010, comme je viens de le mettre là, ou que T soit inférieur à 2010. Ça marche tout le temps. D'accord? Donc du coup, pour obtenir IT 2010, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut simplement que je prenne IT 2008, d'accord? Que je le divise par I 2008 par rapport à 2010 et que je multiplie par 100. C'est ce qu'on appelle faire un changement de base. J'étais en base 100 2008. Je me ramenais en base 100 2010. Il suffit que je prenne toutes les grandeurs de la base 100 2008 et que je le divise par l'indice 2008 par rapport à 2010. 2010 par rapport à 2008. Ah, on doit être clair, et puis boum, on fait une petite erreur de notation, et après les étudiants comprennent plus. Je pense que 2010 par rapport à 2008. Ok? Bon, c'est un peu compliqué en fait en regardant les formules, moi-même je finis par m'y perdre. Mais c'est très simple quand vous regardez pour regarder ce tableau-là. Ce que vous allez prendre, c'est quoi? C'est la valeur en 2010, c'est ça, 98,526. Donc maintenant, vous dites 98,526, c'est 100 en fait. Donc ça veut dire que toutes les autres grandeurs, il faut les diviser par 98,526. D'accord? Pour faire le changement de base, on avait mesuré ça en quantité de pipe de 2008. Maintenant, il faut les mesurer en quantité de pipe de 2010. D'accord? Et donc, il faut tout diviser par, et multiplier par 100, bien sûr, pour que ça marche. Ok? Et donc là, c'est 100,526, vous me disiez, divisé par 98,526, multiplié par 100. Et là, c'est 100,526, c'est la même chose, divisé par 98,526, multiplié par 100. Et là, c'est 100,737, divisé par 98,526, multiplié par 100. OK? Et donc, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Je le mets en rouge. Si vous faites ces calculs-là, là, vous allez obtenir 101,50. Là, vous allez obtenir 98, quelque chose. Je ne vois pas sur mon truc. Ah si, 98,31. Là, vous allez obtenir 100, bien sûr, c'est 100. Là, vous allez obtenir 102,03. Logique, puisque ça a augmenté de... C'est le même chiffre que là-haut, d'accord? Puisque ça a augmenté de 2,03%. Heureusement qu'on trouve la même chose. Là, vous allez obtenir 102,03, parce que ça n'a quasiment pas bougé, en fait. Et là, vous allez obtenir 102,24. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Si maintenant vous regardez ce que je viens d'écrire, en fait, là, j'étais en indice base 100 2008, et je suis passé en indice base 100 2010. Donc, j'ai tout réordonné de manière à mettre la base, à faire le changement de base. Et pour faire le changement de base, j'ai pris les données telles qu'elles étaient ici, et je les ai divisées par la valeur en 2010.
Donc, si vous observez que c'est 101,50 en 2008, alors que c'est une base 100 en 2010, ça veut dire que la grandeur a baissé. D'accord? Elle était à 100,5, elle est passée à 100 avant de réaugmenter. Ok? C'est bien ce qu'on avait. J'ai fait un changement de base. J'ai fait un changement de base. On termine par la dernière question. Comme ça, on pourra dire qu'on a fait ça. Sachant que le produit... Donc, cette question du changement de base, c'est très important que vous compreniez ça. Je le fais une fois là, on le reverra peut-être après, mais c'est vraiment une notion importante, changer de base. N'apprenez pas les formules, essayez de comprendre ce que ça veut dire. Vous ramenez à une grandeur qui vaut 100 une année, et vous calculez son évolution. Après, vous dites, bah, on va renormaliser le tout, et on va prendre 100 pour une autre année. Bah, il suffit de diviser toutes les valeurs que vous aviez avant par la valeur à l'année où vous les ramenez à 100 et multiplier par 100. C'est pas plus compliqué que ça, et c'est pas la peine d'apprendre des formules pour le savoir. C'est juste assez intuitif. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Ben voilà, on sait que le PIB valait 1936 en 2010, déterminé directement à partir de la question précédente, le PIB en 2009 et en 2013. Ben, c'est assez facile, puisque vous voyez que si vous voulez avoir le PIB, je l'écris là, parce que si je tourne la page d'après, je vais avoir du mal. Le PIB en 2009, c'est quoi? C'est le PIB en 2010, d'accord? 1936, multiplié par quoi? Ben, s'il valait 100 en 1936, en 2010, pardon, il faut 98,31 en 2009. Donc c'est 1936 multiplié par le coefficient multiplicateur associé à 98,31, c'est-à-dire 0,9831. Et ça nous donne... je ne sais pas, donc vous faites le calcul. Et puis l'autre, le PIB, on nous demande le PIB en 2013, bah c'est toujours 1936, puisque c'est l'année de référence, d'accord? Année 2010, multiplié par combien? Multiplié par 1,0224, d'accord? Vous faites ces deux calculs-là, et je vous laisse. Ça fait combien? 1936 multiplié par 0,9831. Ça fait... il faut que vous fassiez sur une calculette, moi je n'ai pas de calculette. 1700 à ce point-là? Vous êtes sûr? 1748 multiplié par 0,9831. Oui. Allez-y, il faut une autre équipe pour calculer le deuxième. Le deuxième, ça fait combien? 370, ok. Et le premier, c'est 1903,28. C'est plus raisonnable, d'accord? Donc, ce que j'ai utilisé là, simplement le fait que quand on a les indices, on a les coefficients multiplicateurs. Donc, si vous appliquez, voilà, pouvez-vous calculer la valeur du PIB en 2008? Dernière question, on n'a pas fini. On n'avait pas la valeur du PIB en 2008, on a l'impression qu'on ne l'avait pas. Ben, on peut la calculer. PIB en 2008, c'est 1936 multiplié par combien? 1,01150. Puisqu'on a l'indice qui est là. D'accord? Ok? Donc on a été capable de le calculer, de le reconstituer à partir de tous ces calculs, parce qu'on sait que ça a baissé, etc. On a utilisé notre petit tableau pour trouver tout ça. Donc là, je vous laisse faire vous-même le calcul. 1936 multiplié par 1,050. Sinon, mon collègue, je vais prendre sur son temps. D'accord? Donc, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure et vous préparez la suite de la fiche. Voilà. À la semaine prochaine. Au revoir.